Europe 1. L'Ukraine donc, encore une fois, à la une de l'actualité de ce samedi. De violentes explosions ont été entendues cette nuit à Kharkiv, la deuxième ville du pays. Le signe d'une nouvelle pression militaire des forces russes sur cette région de l'Ukraine, mais aussi dans le sud du pays. On va y revenir dans un instant avec vous. Marion Gauthier, bonjour. Bonjour. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky reconnaît lui-même que la situation à Kharkiv est difficile pour les forces ukrainiennes. Oui, il l'admet dans une adresse vidéo publiée hier sur Telegram, et Moscou continue d'affirmer que l'opération militaire se poursuit selon le plan initial. Nos militaires obtiennent des succès tactiques, assure pourtant le président ukrainien. 14 attaques russes repoussées dans les dernières 24 heures, un village au nord de Kharkiv repris. Une victoire stratégique, se félicite Kiev, car c'est de cette localité que les forces russes auraient pilonné la deuxième ville du pays. À l'est, c'est un combat pour la vie, lance le président Zelensky. Dans le Donbass, les occupants font tout pour détruire toute vie dans cette zone. Les bombardements constants et brutaux, les frappes russes constantes sur les zones résidentielles montrent que la Russie veut vider le territoire de ses habitants. Volodymyr Zelensky qui craint que tout le Donbass soit transformé en pierre comme Mariupol. Et justement, dans cette ville portuaire, Marion, la situation humanitaire est toujours aussi dramatique. Où en est-on des évacuations qui étaient prévues ? Elles ont échoué une fois de plus, alors que la présidence ukrainienne annonçait un couloir humanitaire. Quelques secondes seulement espaçaient les bombardements russes sur la scierie Azovtal, un complexe industriel où se terrent dans des galeries militaires et habitants par centaines et depuis des semaines. Une situation parmi d'autres sujets dont doivent s'entretenir Emmanuel Macron et son homologue ukrainien aujourd'hui. Écouter les besoins de l'Ukraine et renforcer l'aide, dit-on à l'Elysée, sans devenir co-belligérant. Effectivement, c'est la question principale qui est posée depuis le début de ce conflit. Bonjour Bernard Guetta. Bonjour à vous. Député européen du groupe Renew à l'Assemblée européenne, proche de la République En Marche, évidemment. Bernard Guetta, une semaine marquée, je le disais, par une escalade des mots et des menaces nucléaires de Vladimir Poutine. Kiev bombardé cette semaine alors que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'y trouvait. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux ces menaces de troisième guerre mondiale à nouveau brandies à Moscou, plus que jamais même ? Mais vous savez, ce que essaye de faire croire le président russe, c'est que une troisième guerre mondiale serait une menace de la part, non pas du tout de la Russie, veut-il dire, non, de la part des Occidentaux, des États-Unis et de l'Europe, de l'Union européenne. Pourquoi ? Son raisonnement est absolument parfait. Eh bien, puisque vous n'appelez pas vos alliés ukrainiens à baisser les armes, puisqu'au contraire, vous leur fournissez des armes pour nous résister, eh bien, c'est vous qui êtes responsable d'une possibilité de troisième guerre mondiale. Alors, il faut prendre ça avec beaucoup de calme, je crois. Bien entendu que les combats vont s'accroître, bien entendu que les dérapages sont tout à fait possibles, mais pour l'instant, avec cette histoire de troisième guerre mondiale, on en est surtout à une opération de propagande d'un homme qui n'a toujours pas gagné la guerre. Alors, si vous me permettez quand même une phrase, cette guerre de la Russie contre l'Ukraine, c'est exactement comme si, dans un coup de folie, la France décidait d'agresser la Belgique, vous voyez le rapport de force, France-Belgique, et qu'au bout de 2 mois et demi, la France n'avait pas gagné. On en est là, donc. Belgique. Alors, on en est là, et c'est évidemment une situation extrêmement humiliante pour le président russe. Alors, est-ce que vous faites partie, Bernard Guetta, de ceux qui prônent toujours plus de fermeté, malgré les menaces, pour faire reculer, ou en tout cas pour stopper Vladimir Poutine ? Écoutez, il faut évidemment l'empêcher de gagner cette guerre, parce que s'il gagnait cette guerre, ce serait évidemment un drame absolu pour les Ukrainiens qui seraient transformés, bon, je ne vais peut-être pas dire en esclaves, mais enfin tout simplement en personnes totalement dominées par une puissance étrangère dont on a vu la brutalité et même la sauvagerie depuis 2 mois et demi, mais surtout, ou plutôt en plus, si Vladimir Poutine pouvait écraser l'Ukraine et donc reconquérir une partie de l'Empire russe, pourquoi s'arrêterait-il en si bon chemin ? Pourquoi ne se mettrait-il pas en tête de reconquérir les pays baltes, voire de restaurer
instaurer un protectorat sur la Pologne ou d'autres pays d'Europe centrale? Non, évidemment qu'on ne peut pas laisser un dictateur d'une telle brutalité gagner une guerre qui est une guerre d'agression pure et simple. Pour en revenir sur la notion de co-belligérance dont on parlait tout à l'heure avec Marion Gauthier, une chose est sûre, vu du Kremlin, le camp occidental est maintenant clairement considéré comme co-belligérant, notamment depuis l'intervention de Joe Biden cette semaine qui renforce et qui débloque des milliards d'euros en faveur de l'Ukraine, notamment pour du matériel militaire. Oui, écoutez, il peut nous considérer comme co-belligérants et des agents du diable et de Belzébuth et tout ce qu'il veut, mais nous ne sommes pas co-belligérants dans la mesure où il n'y a pas de troupes de l'Alliance Atlantique s'affrontant aux troupes russes. Il n'y a pas d'avions de l'Alliance Atlantique s'affrontant à l'aviation russe. Non, nous fournissons des armes à l'Ukraine. Heureusement que nous le faisons, ce serait un déshonneur absolu et une folie totale de ne pas le faire, mais nous ne sommes pour autant pas du tout entrés en guerre et nous ne comptons pas le faire, évidemment pas. Vladimir Poutine détient une arme de rétorsion, celle du gaz. Est-ce que l'Europe peut se passer du gaz russe, Bernard Gatta? Écoutez, le pétrole, évidemment. Écoutez, le pétrole, d'abord, il va y avoir très rapidement, je pense maintenant, c'est une question de 2 ou 3 mois au grand maximum, un embargo européen sur le pétrole russe. Quant au gaz russe, eh bien, finalement, on pourra s'en passer. Pourquoi? Parce que tous les pays de l'Union européenne et l'Union européenne, ses institutions, je veux dire, en tant que telles, cherchent depuis 2 mois des fournitures de substitution au gaz russe et que nous sommes en train de les trouver et très rapidement, en tout cas avant l'hiver prochain, ce qui sera très rapide, nous aurons les moyens de substituer d'autres fournitures à celles des fournitures russes. Merci Bernard Guetta, merci d'avoir été en direct ce midi sur Europe 1, député européen et ancien correspondant du Monde à Moscou. Merci d'avoir été avec nous. Europe Midi Week-end.